Le président de la République, Paul Biya, a instruit le 6 avril 2015 la création d'un compte bancaire spécial intitulé « Contribution du peuple lutte contre Boko Haram » qui sert à retracer les contributions financières des différentes couches de la population au titre de leur appui aux forces de défense et de sécurité engagées sur le front de la guerre contre l'organisation terroriste Boko Haram. Selon le communiqué officiel relatif, c'est le ministre délégué à la présidence chargé de la défense qui est chargé de soumettre à la très haute sanction du président de la République les propositions relatives aux dépenses afférentes au compte spécial ouvert par le ministre des Finances. C'est donc à dessein que le Sénat a interpellé le MINDEF au cours des questions orales sur la gestion des dons collectés sur l'ensemble du territoire national dans le cadre de l'effort de guerre pour soutenir l'armée engagée au front contre Boko Haram. Edgar Alain Bengon, peu certes mais précis dans sa réponse, fera savoir à l'ensemble des sénateurs qu'aucune dépense ne sera effectuée dans le sens de régler les dépenses liées au déploiement des militaires sur le terrain. Les montants qui seront affectés à ces primes seront rigoureusement équivalents aux contributions qui auront été reçues. Ce qui voudrait dire, selon le MINDEF, que tous les dons en espèces qui seront versés dans le compte spécial, en aucun cas, ne serviront à régler les dépenses qui sont normalement prévues dans le budget du ministère de la Défense. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense ne manquera pas de préciser l'option prise au ministère de la Défense et qui veut que toutes les aides en espèces soient exclusivement affectées à servir de prime aux militaires engagés dans les opérations et aux familles des militaires morts au combat. Les carrefours et artères de la ville de Maroua, capitale régionale de l'extrême nord, sont assaillis par des garages à ciel ouvert et épaves des véhicules abandonnés qui parfois encombrent les chaussées. Le gouverneur s'est donné pour mission de débarrasser les chaussées et les trottoirs de ces épaves de véhicules et garages pour donner un nouveau visage à la ville. Pour ce faire, Midjawa Bakari a fait usage d'une méthode forte pour remettre les pendules à l'heure. Ceci à la suite d'une opération coup de poing qui a permis de débarrasser le domaine public des épaves et autres véhicules en stationnement illicite ou prolongé dans la commune de Maroua 1er. L'objectif ici étant non seulement de donner un visage plus rayonnant à la ville, mais aussi veiller à sa sécurisation. Donc ça ce n'est qu'un début. Nous avions travaillé à Maroua 1er, une partie de Maroua 2. L'opération va se poursuivre. La sensibilisation bat également son plein. Beaucoup ont dit ne pas être informés de l'opération, mais ils ont pris sur eux-mêmes de s'inscrire dans cette opération et de dégager ces épaves-là. Donc nous avons instruit Isakam de poursuivre l'opération. Nous allons descendre encore jeudi prochain pour la suite. Pour cette première descente sur le terrain, l'opération a permis le retrait de plusieurs véhicules, libérant ainsi la ville des amas de ferraille qui encombrent et restreignent les voies de circulation. Pour les deux autres communes, le gouverneur a prescrit le retrait des véhicules abandonnés au niveau des chaussées et trottoirs dans un délai d'une semaine, faute de quoi il annonce la mise systématique à la fourrière de ces épaves et véhicules, suivi des amendes et sanctions diverses. Soulignons que cette opération rentre dans le cadre de la vaste campagne d'hygiène et de salubrité impulsée par le numéro 1 de la région de l'extrême nord qui entend ainsi donner à cette région sa réputation de la région la plus belle du Cameroun. En plus des 57 forages rétrocédés récemment au gouvernement camerounais pour le compte du département de la Benue, la région du Nord et de l'extrême Nord avait déjà bénéficié au mois de mars dernier d'un appui en salle de classe, en forage et latrines grâce au Japon avec le concours de l'UNICEF. L'appui venait à la rescousse des régions touchées par les inondations de 2012. Près de 90 000 personnes avaient été secouées par la furie des eaux. 170 écoles primaires sinistrées, dont 59 dans les deux régions, ont bénéficié de 58 nouvelles salles de classe, de 59 forages et de 58 blocs de 3 latrines. Dans le registre du mobilier scolaire, le même financement a permis de fabriquer 3000 tables bancs pour ces écoles, de fournir 60 bureaux aux maîtres d'école, d'acheter 15 000 sacs scolaires, des paquets de manuels scolaires,
90 kits éducatifs et puis l'acquisition des aliments thérapeutiques et du matériel d'anthropométrie, des médicaments, des véhicules et des motos. C'est donc pour pallier à cette situation que le Japon, l'UNICEF et des partenaires tels que Plan et la SNV ont octroyé un financement de 14,8 millions de dollars, une somme qui a répondu aux urgences nutritionnelles qui ont accru des besoins dans les domaines de l'éducation, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. La représentante de l'ambassadeur du Japon au Cameroun et celle de l'UNICEF n'ont pas manqué de rappeler le bien fondé des appuis accordés aux régions du Nord et de l'extrême Nord, tout en louant les mérites de la coopération. L'école japonaise, un système japonais qui fournit aussi non seulement l'école bâtiment de la classe, avec le fournissement de latrines et de wash, de point d'eau, voilà, pour que les enfants, les élèves soient bien, avoir les conditions de l'éducation. Donc s'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de latrine, ici il y a des maladies. Les enfants n'ont pas d'accès pour aller à l'école, arriver à un certain niveau. C'est parce que ces écoles ont été affectées par les inondations en fin 2012 et 2013. Donc il y a beaucoup d'enfants qui se sont retrouvés hors, plus de 60 000 enfants qui n'avaient pas accès à l'éducation à cause des inondations, des salles de classe détruites, etc. On a les taux les plus élevés de ménages de personnes déféquant à l'air libre. La moyenne nationale est de 7,5%. Et dans la région du Nord, c'est 24,7% et dans la région de l'extrême Nord, c'est 22,4%. Benoît Dong Soumet, le secrétaire d'État à l'éducation de base, n'a pas manqué de louer le caractère fructueux de la coopération avec le Japon et des partenaires tels que l'UNICEF, Plan et la SNV au cours de cette cérémonie officielle de rétrocession de ses ouvrages en mars dernier. La Ligue de football professionnel est consciente des problèmes que les 35 clubs de Ligue 1 et 2 rencontrent dans les stades. L'instance qui organise le championnat professionnel depuis 4 ans reconnaît les difficultés que les directeurs des stades, les coordinateurs et autres personnes impliquées dans l'organisation et la programmation des rencontres font face dans l'exercice de leurs fonctions. C'est donc pour apporter quelques pistes de solutions que le secrétaire général de la Ligue, Mme Pauline Thérèse Mangele et 2 autres membres chargés des finances et des compétitions sont à Douala. La réunion avec les présidents de clubs de Ligue 1 et 2 de la région, le directeur du stade de la réunification, le coordinateur a donc pour but solutionner les problèmes recensés, la sécurité, les recettes des stades, l'organisation des matchs. Tous ces points sont analysés par les différentes parties. L'opération vise les régions où les clubs de Ligue 1 et 2 sont fortement représentés. La conférence de presse organisée le 13 avril 2015 à Douala était le lieu pour le promoteur de la radio Sport Info, Martin Kamimim, de présenter aux patrons des médias et aux auditeurs le programme des activités du 2e anniversaire de la structure dont il a la charge. Il en a également profité pour mettre en exergue l'ensemble des programmes qui alimentent la chaîne ainsi que le personnel qui y travaille. Le bilan est positif en termes de pénétration médiatique et déontologique, parce qu'on a réussi à changer les programmes dans les médias. Les débats du sport sont arrivés au cœur de l'actualité. Ce n'était pas le cas dans les radios en pleine journée, faire des débats. On a bousculé la grille de beaucoup de programmes, ça nous fait plaisir et on espère qu'il y aura beaucoup de médias de sport pour pouvoir aider RSI également à grandir, parce que c'est dans la concurrence qu'on grandit. Moi je voudrais dire quelque chose, c'est qu'au bout de 2 ans, je suis fier d'avoir initié cette idée, parce qu'aujourd'hui les acteurs du sport font très attention également, parce qu'ils savent au moins qu'il y a un média qui peut se consacrer totalement à leur activité, et ça aussi c'est particulier. Si pour le promoteur de la radio Sport Info, les objectifs du départ fixés jusqu'ici ne sont pas atteints, les perspectives d'avenir sont envisagées pour permettre à cette radio de véritablement s'affirmer comme la première radio des sports au Cameroun. Les perspectives d'avenir, c'est qu'on veut couvrir tout le Cameroun, on veut couvrir la sous-région, on veut se développer dans d'autres types de projets télé et autres, on veut se diversifier. On a fait le sport,
Il y a un côté musique qu'on n'a pas beaucoup exploité, il y a un côté culturel à venir, et il y a peut-être d'autres choses qui arrivent, j'espère dans les prochains mois. Rappelons que c'est le 13 avril 2013 que la radio Sport Info a vu le jour sous le ciel de Douala. Pendant 5 jours, 8 centres de formation vont rivaliser d'adresse ici au complexe de Ndokoti. La première édition de Istacop a des objectifs bien précis. Loin d'être une compétition qui va remplacer le championnat national des jeunes, les organisateurs veulent plutôt occuper les jeunes des centres de formation pendant cette période de vacances. La présence des recruteurs étrangers vient donner du sérieux à la compétition. Ouvert ce mardi, Istacop 2015 s'achève ce samedi par la grande finale.